Ok, parfait. Donc, nous sommes effectivement à la séance de travail 2 qui porte sur la validation de la démarche commerciale. L'atelier de ce jour devait porter sur la vente stratégique. Un élément qui devait être abordé pour permettre de faire des groupes de travail a déjà été parcouru il y a environ 10 minutes. C'était le modèle économique de l'élevage avicole au Cameroun. Donc, en quoi va donc consister la vente stratégique? Comme je l'ai dit, cet exposé permet aux uns et aux autres de comprendre pourquoi est-ce qu'on crée les groupes d'entreprises, pourquoi est-ce qu'on intègre une filière, pourquoi est-ce qu'on a fait une étude sectorielle dans le cadre de ce projet. Il est de comprendre l'activité, l'industrie, l'élevage globalement, avicole ici, globalement, de voir où il y a suffisamment de valeur créée et comment captiver ces valeurs-là. Parce que comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez être dans une activité, vous travaillez, c'est votre fournisseur qui bouffe tout votre argent, ou bien vous travaillez, c'est le client qui bouffe tout votre argent. C'est-à-dire vous faites une production où vous avez des marges de 100 francs par produit. Quelqu'un vous achète vos produits avec une marge de 100 francs que vous faites, le gars achète et part revendre avec une marge de 5 000 par produit. Ça veut dire qu'en réalité, vous travaillez pour lui. C'est ça. Ou bien que vous achetez un produit, celui qui vous vend fait une marge de 5 000 et quand vous achetez le produit, vous le revendez en faisant une marge de 100 francs. Vous comprenez qu'il y a toujours problème. Pourquoi pas devenir vous-même votre propre fournisseur pour bénéficier de ces 5 000 francs de marge? Ou bien pourquoi pas devenir votre propre client pour bénéficier dans le premier cas des 5 000 francs de marge que le client a sur vous? C'est ça qu'on appelle intégrer une filière, la chaîne des valeurs. Il faut déjà maîtriser la chaîne de valeur et captiver les pôles de création de valeur. Donc, nous allons aborder cette thématique à travers 4 choses. Le contexte de la vente stratégique, les enjeux de la vente stratégique, l'approche d'un entrepreneur, et puis on fera une conclusion. Okay. Qu'en est-il donc du contexte de la vente stratégique? Écoutons ensemble. Je ne sais pas si vous avez le son. Bonjour chers entrepreneurs, je suis Roland Foucault, votre spécialiste de business plan. Nous allons nous entretenir dans le cadre de ce cours sur la vente stratégique. La vente stratégique, en réalité, c'est quoi? Il s'agit de façon très sommaire de vous expliquer comment est-ce que le leadership d'un entrepreneur permet de faire son devoir et en quoi consiste son devoir. Son devoir, c'est de vendre. C'est l'entrepreneur qui est le principal pourvoyeur de marché dans son entreprise. Et lorsqu'il a maîtrisé la vente stratégique, il passe maintenant, il fait un passage de témoin à ses employés pour, à la fin, se concentrer sur la gouvernance d'entreprise. Nous allons commencer par vous expliquer le contexte de la vente stratégique. Dans ce contexte, on va aborder 3 volets. Le premier volet, c'est l'opposition qu'on trouve entre la gestion ou management et l'entrepreneuriat. Le deuxième, ça sera les opérations contre la stratégie. Et le troisième, ça sera l'impact de la taxation dans la réflexion sur la vente stratégique. Pour ce qui est donc de l'opposition entre la gestion et l'entrepreneuriat, il est important pour vous entrepreneurs de comprendre que lorsqu'on maîtrise l'art de la vente stratégique, la codification opérationnelle devient très aisée. Ça devient un exercice assez facile pour vous, d'où l'importance de la vente stratégique. Par contre, ce que nous apprenons généralement dans les livres de gestion, Ok, non, ça continue. Donc, okay. Le contexte, justement, est de pouvoir faire une différence entre
la gestion ou management en anglais, et l'entrepreneuriat. Lorsqu'on maîtrise la vente stratégique, il est très aisé de procéder à une codification opérationnelle. Généralement, c'est cette partie opérationnelle qui est visible et partagée dans les livres de gestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tout ce qu'on nous apprend à l'école, c'est la gestion, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Parce que quand vous allez comprendre ce que c'est que la vente stratégique, vous comprendrez que ce n'est pas des choses qui ont été dites de façon classique dans les livres de gestion. Là, en gestion, on apprend, on forme les gens à devenir des gestionnaires. À l'école, on forme les gens à devenir des gestionnaires. Et la gestion, c'est quoi? Ce sont les opérations quotidiennes qui sont faites. Et on les fait en les optimisant. C'est pour ça qu'il y a des docteurs en gestion. Il y a des gens qui font des études. Il y a des écoles de commerce. Dans les écoles de commerce, on forme à la gestion. Alors qu'en principe, les écoles de commerce devaient former au commerce. Le commerce, ce n'est pas la gestion. Le commerce, c'est de l'entrepreneuriat. Comment faire pour être patron? Donc, il faut déjà distinguer ça. Ça, c'est le contexte 1. Qu'il y a une différence entre être un manager et être un entrepreneur. Deuxième chose, se concentrer sur uniquement ce que vous allez voir, c'est-à-dire la prospection, la négociation, la vente, le paiement, le service après-vente et la garantie. Si c'est ça que vous, en tant que créateur d'une entreprise, vous faites tous les jours, c'est que vous êtes hors du stade. Tout simplement. C'est que vous avez laissé votre division pour aller jouer sur le terrain de vos employés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes un employé, sachez que vous êtes hors sujet de l'entrepreneuriat. L'école nous forme à être des employés. Donc à l'école, on n'apprend pas à devenir patron. On apprend à faire les CV et non à faire le business plan. Alors quand on vous apprend à faire le CV, qu'est-ce qu'on devait donc apprendre au patron? On devait apprendre au patron comment faire pour qu'il y ait un immeuble, comment faire pour qu'il y ait une voiture, comment faire pour qu'il y ait un bureau et comment surtout faire pour recruter un consultant qui va venir auditer les gens qui viendront avec leur CV pour chercher un emploi. Donc, on nous forme à l'école à rechercher les emplois. Est-ce qu'on forme à la création des emplois? Non. Est-ce qu'on forme à la création de richesses? Non plus. Est-ce qu'on forme à la création de valeur? Surtout pas. Donc, vous comprenez donc l'exercice que nous faisons à travers ce projet e-Innov, la mission qui nous a été confiée dans le cadre du projet e-Innov, c'est une mission de création de valeur. C'est une mission de création de richesses. C'est une mission de création d'emplois. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Dans le contexte 1, où on oppose la gestion et l'entrepreneuriat, voudrait tout simplement dire que nous ne sommes pas ici pour nous exprimer devant les gens qui veulent savoir comment on prospecte, qui veulent aller prospecter après, qui veulent aller négocier après, qui veulent aller vendre, se faire payer et assumer le service après-vente ou la garantie. Non. Par contre, les gens qui nous écoutent maintenant, les gens qui participent au projet, qui sont dans le groupe WhatsApp, qui sont dans le groupe Skype actuellement en train de suivre cette session de travail 2, ce sont des personnes qui veulent être ceux-là qui vont évaluer tous ceux qui feront ces opérations. Ce sont des personnes qui veulent créer la dynamique qui va permettre d'avoir cet ensemble d'opérations. Quel est le deuxième contexte? Bon, avant de passer au deuxième contexte, vous comprenez donc que rester donc sur cette équation de négociation, vente et garantie, c'est une grosse erreur. Et c'est l'erreur que la plupart des personnes commettent. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'on crée une entreprise, on est le principal pourvoyeur des marchés. Dans le cas de e-Innov, attention, si nous faisons la ferme parentale et nous vendons les poussins à certaines personnes pour qu'ils partent faire l'élevage
des pondeuses où ils partent faire l'élevage des poulets de chair. Ça veut dire que nous sommes en train de perdre de l'argent. Parce que les œufs, quand on les vend, ça donne de l'argent. Les poulets de chair, quand on les vend, ça donne de l'argent. Si nous voulons faire les fermes chères, par exemple, et aller vendre nos poulets chers au marché, vivants, ça veut dire que nous perdons de l'argent. Dans la mesure où quelqu'un d'autre peut venir acheter toute notre production, nos 20 000 poules qu'on sort par bande, quelqu'un d'autre achète, il vient nous acheter pratiquement 2 000 à 4 000 poules par jour, voire 5 000 poules par jour. Quand nous n'en avons pas, il peut acheter ailleurs et il peut transformer pour vendre. Vous allez voir que on va vous vendre un poulet vivant, disons à 3 000, alors qu'un kilogramme de poulet coûte aussi 3 000. Attention. Maintenant, si votre poulet sort avec un poids de 1 kg 800 ou 2 kg, ça veut dire que en abattant ce poulet, au lieu de le vendre à 2 000, en l'abattant, il est possible de vendre le kilo à 10 000, voire 11 000 ou 12 000. Pourquoi? Parce qu'on vendra les cuisses de poulet. On vendra. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de 3 000. Mais ce n'est pas ça. Le poulet entier coûte 3 000. Mais 1 kg de poulet ne coûtera pas 3 000. Ça coûtera bien plus. Vous allez vendre le gésé à part. On va vendre les pattes de poulet à part. On va vendre les cuisses de poulet à part. Avec des prix au kilogramme qui sont totalement différents. Pour ceux qui sont en Europe, ils n'ont qu'à transporter pour comprendre. Même combien coûte le kilogramme de poulet entier qu'on vend dans un congélateur, qu'on vend en boutique, dans le supermarché. Donc, vous comprenez ici que c'est donc l'entrepreneur qui est le principal pourvoyeur des marchés dans son entreprise. Comment? On va le découvrir. Si on ne le découvre pas, entre-temps, notez ça, on fera les questions-réponses tout à l'heure. Contexte 2, c'est l'opérationnel et la stratégie. Lorsqu'on se concentre sur la vente opérationnelle et on ignore la vente stratégique, c'est dangereux. C'est très dangereux. Voilà le deuxième contexte qui permet qu'on puisse avoir cet échange que nous avons maintenant. C'est d'éviter que les gens se concentrent sur la vente opérationnelle alors qu'il y a la vente stratégique. Troisième contexte, c'est la taxation du bénéfice. Personne dans ce monde ne va faire un chiffre d'affaires de 100 francs et se contenter de 15 francs, par exemple. Alors que l'État va aller sur ces 15 francs-là retirer 20 à 60%. Actuellement, au Cameroun, c'est 33%. C'est-à-dire, si vous faites 15 francs, l'État prend 33% d'IS, l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que sur les 15 francs de bénéfices que vous avez fait, l'État prend 5 francs. Et pour finir, vous allez vous rendre compte que votre entreprise a fait un chiffre d'affaires de 100 francs, mais vous, le créateur de l'entreprise, vous vous retrouvez avec 10 francs de bénéfices. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous disons, un être humain normalement constitué ne peut pas accepter de faire un chiffre d'affaires de 100 francs et il balance 90 francs par la fenêtre pour rester avec 10 francs. En réalité, où vont les 90 francs? C'est ce qui va nous intéresser maintenant. On a dit 10 francs, 5 francs vont dans les impôts. Ok, c'était le bénéfice brut, c'est normal. On donne, comme c'est 15 francs de bénéfice, nous donnons donc 5 francs aux impôts. On est citoyen. Okay, on paye nos impôts. Il y a peut-être 20 francs qui vont aller dans les salaires. Ça fait 25, ça fait 35 francs. Il manque 65 francs. Sur les 65 francs, il y a peut-être 60 francs de matières premières et 5 francs d'autres charges. Faisons comme ça. Vous comprenez donc que vous ne pouvez pas faire un chiffre d'affaires de 100 francs et 60 francs de matières premières, vous les balancez par la fenêtre. Pourquoi? La matière première à propos, c'est quoi pour l'élevage? Pour que je ne parle pas seul. La matière première, c'est quoi pour l'élevage? Qui peut répondre? Quand on fait dans l'élevage, la matière première, c'est quoi?
dans le secteur avicole. Donc, je vous écoute. La matière première, c'est quoi? Il y a le poussin, il y a le concentré. Il y a le poulet. Si on fait dans l'abattage, la matière première, c'est le poulet. Oui, dans Si on fait la dans... matière première, c'est Voilà. Donc, si nous faisons dans l'élevage de poules, la matière première, pardon, c'est le poussin. Il faut acheter les poussins d'un jour. Il faut les nourrir. Si nous faisons dans la provente, si nous avons une provanderie, la matière première, c'est le concentré, c'est le maïs, c'est le soja, c'est les tourteaux. Donc, vous comprenez que voilà autant de matières premières que quel que soit le pan de la filière que vous allez aborder, vous perdrez 100 francs. Ça veut dire si vous faites dans l'abattage, dans la vente des parties de poulet, des poulets entiers ou bien des poulets en partie, ça voudrait dire que votre matière première, c'est le poulet vivant. C'est un poulet entier vivant. Alors, si vous devez vendre un poulet entier vivant, faire un chiffre d'affaires de 100 francs en ayant perdu 60 francs, c'est qu'il y a problème. Alors, comment résoudre ça? Vous devez vous intéresser à l'élevage de poules. Donc, vous devez être votre propre fournisseur de poulets vivants. Si vous devez faire une provanderie et acheter beaucoup de maïs, comment faire pour captiver ces 60% des matières premières? Vous devez être un cultivateur de maïs ou de soja. Si vous devez faire dans l'élevage des poulets de chair, ça veut dire que 60% de votre argent va aller chez les vétérinaires ou bien dans l'achat des poussins d'un jour et l'achat des aliments. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On doit être notre propre, on doit avoir notre propre ferme parentale pour avoir les poussins d'un jour tous les jours et les élever. On doit avoir notre propre provanderie. Donc, ça vous donne déjà la puce à l'oreille sur ce que c'est qu'un projet avicole intégré. Donc, c'est un projet où on a tenu compte de l'intégration de tous ces maillons-là. Donc, dans notre projet, on doit avoir une provanderie. On doit avoir une ferme parentale reproductrice. On doit avoir une ferme d'engraissement, ce qu'on appelle les poussins 45 jours, les chairs. On doit avoir une ferme de pondeuse, parce que les œufs à table donnent beaucoup d'argent. On doit avoir une unité d'abattage. Parce que lorsqu'on prend le poulet, on découpe, ça donne encore beaucoup plus d'argent. On ne doit pas être ignorant sur l'origine des médicaments qu'on donne à nos poulets. Parce que la pharmacie des poulets, ça coûte. Tout ce qui est prophylaxie et vaccination, bref, l'aspect vétérinaire coûte énormément. C'est ça qui permet de maintenir les poulets en santé. Donc voilà un peu ce que veut dire cette partie, la taxation. Que lorsqu'on fait le bénéfice, l'État taxe. Quel que soit l'État au monde, on taxe. Donc voilà en fait les trois contextes qui ont été mis côte à côte pour permettre de comprendre que nous avons aussi des enjeux. Un entrepreneur est un créateur de richesse, de valeur et d'emploi. Tout à l'heure, je l'ai dit. C'est une personne dotée d'une vision. Et cette vision n'a un sens naturel que si elle se place en harmonie avec celle des autres visionnaires. Attention, là, ça commence à devenir sérieux. En conséquence, le monde des affaires lui reconnaît un devoir qui n'a rien à voir avec celui de ses employés. Donc, lorsque vous êtes un employeur, lorsque vous êtes un entrepreneur, attention, ce que vous avez à faire n'a rien à voir avec ce que font vos employés. Donc, il y a une opposition factuelle entre l'entrepreneuriat et le management. Voilà le premier enjeu. Donc, pour ceux qui travaillent quelque part là, sachez que vous ne savez absolument pas comment on a fait pour créer votre entreprise. Et que ce que fait votre patron n'a rien à voir avec ce que vous faites. Attention. Et on attire l'attention ici. Le management, qui est ce que les employés font tous les jours, ce qu'on appelle les opérations, n'a rien à voir avec
ce qu'un visionnaire fait au quotidien. Absolument rien à voir. Voilà le premier enjeu. Et malheureusement, ce devoir n'a pas été codifié dans notre système éducatif. Ainsi, il est important pour l'entrepreneur de reconnaître cette fonction exclusive et d'adopter le comportement lié. La fonction exclusive de l'entrepreneur, c'est d'être le pourvoyeur de marché. C'est-à-dire c'est lui qui décide de où ces 100 francs vont partir, à qui ça part. C'est lui qui recrute, que ce soit les fournisseurs, les clients ou les employés, y compris les actionnaires. C'est l'entrepreneur qui recrute les actionnaires de sa boîte. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous suivez cet atelier, c'est parce que vous avez été approché par Amel, qui veut faire de vous quelqu'un qui est à côté de lui, qui veut faire de vous quelqu'un qui est conscient que cette entreprise qu'on est en train de créer, c'est une entreprise qui doit recruter et des clients, et des fournisseurs, et des employés, et les sous-traitants, et les terrains où il faut construire, et les entrepreneurs qui vont construire les maisons, qui vont construire les fermes, et les transporteurs qui vont permettre que les matières premières arrivent dans la ferme, ou bien que les poulets sortent d'une ferme pour le lieu d'abattage, et que les poulets découpés quittent du lieu d'abattage pour les différents points de vente, les différents points de distribution. Tout se passe aujourd'hui et tout de suite. Donc, l'opportunité, c'est maintenant. Ce n'est pas quand on a commencé à recruter. Quand on recrute, la balle est partie depuis. Si on vous recrute, c'est que vous êtes hors sujet. En tout cas, vous n'êtes plus dans le camp des riches. Voilà ce que je voulais simplement dire. Et vous allez comprendre donc l'importance d'être dans le camp des riches dans la suite. Parce qu'on a dit ici, je reviens, il est important de se placer en harmonie avec les autres visionnaires. C'est ça. Il faut se placer en harmonie avec les autres visionnaires. Ayant donc identifié son devoir, il est primordial de reconnaître qu'il existe un type de vente de loin plus important que la chronique de vente classique, habituelle, communément apprise et appliquée. C'est ce qu'on a vu au départ. Prospecter, vendre, se faire payer, assurer la garantie. Voilà ce qu'on apprend à l'école, que c'est comme ça qu'on vend. Et on vous donne une argumentation pour faire cette vente-là. Les amis, c'est faux. Ça, c'est la vente des pauvres. C'est ce qu'on ne nous dit pas à l'école. L'entrepreneur a l'obligation de savoir défendre ses intérêts dès lors qu'il protège par ce fait aussi bien celui de son client que celui de son fournisseur. Ça veut dire que vous devez prendre conscience de la vente stratégique. Ça, c'est le deuxième enjeu du jour. Et quand vous prenez conscience de la vente stratégique, ça veut dire que vous connaissez vos propres intérêts. Et quand on connaît ses intérêts, on défend les intérêts de ses voisins. Ses voisins, c'est qui? C'est le client. Qui tout à l'heure, quand nous lui avons vendu une marchandise avec une marge de 100 francs, le gars s'est tapé par marchandise vendue, achetée chez nous, une marge de 5 000. Attention, il faut qu'il devienne notre ami, ce client-là. Notre client achète chez nous pour aller revendre et il bénéficie 5 000 francs pour une pièce pour laquelle nous on a fait un bénéfice de 100 francs. Et comme j'ai dit, ce bénéfice de 100 francs-là, l'État coupe 30%, 33%. Et lui aussi, quand il fait pour 5 000, l'État aussi coupe 33%. Ou bien, c'est le schéma inverse. C'est que il y a quelqu'un qui nous vend un produit sur lequel il fait une marge de 5 000. Et nous, quand nous l'achetons, nous revendons le même produit avec une marge de 100 francs. Et sur cette marge de 100 francs, l'État prend 33% au Cameroun. Et chez cette même personne qui a fait sa marge, son bénéfice de 5 000, l'État a aussi pris le tiers. Vous comprenez que si nous restons nous contenter de notre position, c'est dangereux. Autant mieux nous on absorbe celui-là, que nous devenons notre propre fournisseur. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plus d'argent avant que notre business commence. Voilà donc comment on commence à intégrer. L'enjeu 3, c'est quoi?
C'est en fait un principe comptable qu'il est important de connaître aujourd'hui. Ce sont les charges qui diluent le chiffre d'affaires d'une entreprise. Ça veut dire que quoi? En comptabilité, il n'y a pas de produit sans charge. Non, non, non. Si vous avez des produits, ça veut dire que vous avez eu des charges au préalable. Un entrepreneur doit savoir orienter ses achats, car c'est l'endroit où va l'essentiel de son effort. Tout à l'heure, dans l'exemple, vous avez compris. On faisait 100 francs de chiffre d'affaires pour se retrouver avec 15 francs de bénéfices. Et sur ce bénéfice-là, l'État vient encore prendre 5 francs. Ça veut dire que tout votre effort est parti dans les charges, ce qui est normal. Donc, l'entrepreneur a obligation de subir des charges pour espérer avoir un produit. Il n'y a pas de produit sans charge, c'est un principe comptable. Si vous vendez, c'est que vous avez eu à subir des charges, comme par exemple, si c'est une marchandise, c'est que vous avez acheté pour revendre. Et avant de revendre, il y a eu le transport, il y a eu les emplois, il y a eu la clim, il y a eu l'électricité. Il y a eu plein de choses. Il y a eu l'assurance, il y a eu la maintenance des voitures, il y a eu les voitures qu'on a achetées. Il y a eu les avocats, les notaires, les conseils. Donc, toutes les charges de l'entreprise doivent être déduites avant qu'on ne retrouve son prix de vente. Donc, l'enjeu 3, c'est ce principe comptable-là. Ce sont les charges qui permettent d'avoir des produits. Alors, qu'en est-il de l'approche de l'entrepreneur? L'approche que nous recommandons à un entrepreneur d'avoir est simple. C'est ce qu'on appelle la première approche sur le principe de l'amitié. Il s'agit simplement ici, au vu des enjeux abordés, de comprendre que tout est question d'intérêt en affaires. En affaires, tout est question d'intérêt, qu'on ne vous trompe pas. Dès lors, devenir ami avec d'autres entrepreneurs vous garantit d'office des marchés que vous ne verrez jamais dans une procédure d'appel d'offres privée ou publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet il innove aussi. Si on commence, Amel a déjà commencé à Bali un projet de ferme de poussins, de poules pondeuses. Ça veut dire que dès qu'il va penser à vouloir faire la provenderie, il n'ira pas passer un appel d'offres. Il va juste aller voir un de ses amis pour dire « J'aimerais prendre des actions dans ta structure. » Comme ça, comme je vais agrandir ma ferme et que je vais acheter beaucoup d'aliments, j'aimerais bien avoir un intérêt dans ces aliments-là. Si le gars refuse, on peut chercher un autre fournisseur ou on sera actionnaire. Ou bien on a le choix plutôt de créer notre propre provenderie. Attention. On crée notre propre provenderie et dans la dynamique, ce ne sera pas Amel qui sera peut-être pas l'actionnaire majoritaire, peut-être pas le PCA, bon, forcément pas le PCA ni non plus le directeur général. Non. Pas du tout. Il prend juste les actions et puis le projet est créé. Comme pour dire, une seule main ne fera pas le paquet. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'on ira faire un appel d'offres privé ou public? Non. On appelle son ami et on lui dit, écoute, crée une société de provenderie, je vais t'acheter les aliments. Quand je regarde mon business plan, je vais avoir 60 milliards d'aliments d'ici 5 ans. Le gars va donc créer la provenderie, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de devenir l'ami des autres entrepreneurs. Et quand vous êtes son ami, il vous donne l'information. Il vous appelle en privé, il vous dit voilà, voilà, voilà. En solo, même pas en privé. Donc, ici, privé veut dire entreprise privée, public veut dire entreprise publique. Donc, ici, il vous appelle vous, individu, et il vous dit voilà, voilà. Ce n'est pas un appel d'offres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence, en fait. Il n'y a pas de compétition. C'est ça l'amitié en affaires. Voilà la première approche que nous voulons que les entrepreneurs aient. Deuxième approche, c'est le couloir de fortune. Le couloir de fortune, c'est quoi? Si vous voulez vous imposer en affaires et créer votre propre couloir, vous avez intérêt à vous aligner sur les couloirs existants.
ou bien identifier, ou bien les identifier et créer votre propre couloir. On parle généralement de niche stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez dans un secteur, c'est pour ça qu'on parle d'études de marché. Si vous ne faites pas d'études de marché, vous ne saurez pas qui est qui. Alors, si vous marchez sur les plates-bandes, même d'un enfant de la maternelle, il va vous éclabousser. C'est-à-dire que si un enfant de la maternelle est en train de sucer son yaourt et que vous venez pour arracher son yaourt, c'est normal qu'il vous gifle, c'est normal qu'il vous croque, il vous morde. Je dis bien enfant de la maternelle. Parce que vous vous attaquez à son gari. Revenons dans le monde des affaires. Voilà SPC qui fait de l'élevage depuis 60 ans au Cameroun. Du jour au lendemain, vous dites, je vais faire ma part d'élevage. Le gars, ce qu'on appelle un trésor de guerre, il va vous écraser. Pour vous écraser, ce n'est pas compliqué. Il baisse le prix sur un an. Vous fermez parce que vous ne pouvez pas tenir. Et quand vous fermez, il augmente les prix, il double. C'est-à-dire que si avant il vendait un poulet à 2000, maintenant il vend le poulet à 5000 parce qu'il est seul. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez voulu marcher sur ces plates-bandes. Vous n'avez pas identifié ces couloirs. Nchugan, par exemple, est le représentant exclusif d'une marque de poussins au monde. C'est-à-dire que personne de vous ne peut acheter ces poussins-là en Europe. Bon, on appelle ça les fermes grandes parentales. Encore qu'il a déjà créé ça au Cameroun. Parce qu'en même temps, l'élevage de poules est assez complexe et vous allez comprendre avec le temps. Ce n'est pas ce que vous croyez. Le poulet est une invention américaine. Donc, oubliez tout ce qu'on vous a appris. Le poulet est une invention américaine. Le poulet est fabriqué par les Américains. Et ceux qui gèrent ça hors des États-Unis, ce sont les Néerlandais, donc les Hollandais, qui gèrent le poulet, cette invention hors des États-Unis. Et en Afrique, c'est géré par les Belges. Donc les Hollandais qui gèrent hors des États-Unis ont donné le contrat aux Belges. Donc si quelqu'un va acheter une souche de poulet, en Afrique, c'est les Belges, chez les Belges qui doivent acheter. Et nous, depuis fort longtemps, était parti acheter sa part, son couloir. Il avait acheté sa marque. Donc, il n'y a personne qui puisse vendre ça au Cameroun en dehors de lui. Et c'est la même chose dans tous les secteurs, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle la représentation, le représentant exclusif. Donc, quand vous voulez acheter, vous partez voir le fabricant, il vous indique qui est son distributeur agréé. Donc, la même chose, on retrouve ça dans le poulet. Donc, vous devez identifier les couloirs qui existent et choisir votre couloir. C'est ce que ça veut dire ici, le couloir de fortune. Et quand on fait l'étude de marché, on identifie donc qui sont les acteurs, qui fait quoi, où et comment, pour éviter de marcher sur les plates-bandes de ces personnes-là. C'est tout. Vous créez votre niche. Donc, vous identifiez votre niche, vous créez votre couloir. Ça, on appelle le couloir de fortune. Donc, je vais m'arrêter ici avec le partage de 2 vidéos que vous allez suivre attentivement. La première vidéo, c'est comment est-ce qu'on mobilise les investisseurs, le cas de la diaspora nigériane. Vous allez suivre aujourd'hui quelles sont les consignes qu'on a données à la diaspora nigériane. Et si vous ne le savez pas, la diaspora nigériane est 3e contributeur, la diaspora nigériane au Cameroun est 3e contributeur de l'argent que les Nigérians reçoivent de leur diaspora. Ça veut dire que nous, diaspora camerounais, nous laissons le Cameroun pour aller chercher l'argent ailleurs pour envoyer au Cameroun. Le Nigérian quitte du Nigeria, il vient au Cameroun, il cherche l'argent pour envoyer au Nigeria. Résultat de course. Pendant que les Camerounais de l'extérieur envoient 100 francs qu'ils ont pris dehors au Cameroun, les Nigérians qui sont au Cameroun envoient 20 000 au Nigeria. C'est-à-dire, nous quittons du Cameroun pour aller chercher 100 francs ailleurs pour envoyer au Cameroun. Le Nigérian qui est du Nigeria, il vient au Cameroun prendre 20 000 pour envoyer au Nigeria. Les compreneurs comprennent. Donc, écoutons donc cet extrait vidéo. Others to come home and invest. Thank you very much. Le prochain panéliste qui va prendre la parole
est un distingué panéliste qui, ma foi, est quelqu'un qu'on ne présente plus. Il a une aisance verbale sans précédent et cet après-midi, il va nous entretenir sur une thématique assez précise. Mais il faudrait préciser, chers panélistes, qu'à la fin, il sera très important pour nous de garder quelque chose et à la fin, il faudra se souvenir que lors du 10e anniversaire de Naija Diaspora, Monsieur Roland Foucault, qui va prendre la parole, était présent. Please put your hands together as I hand him the microphone. Ok, merci. Monsieur Foucault, nous n'avons aucun doute sur le fait que vous puissiez vous essayer en langue anglaise. Bien entendu, le Cameroun est bilingue. Mais prenez la peine de vous exprimer dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Merci. Ok, merci pour cette précision, parce que là, j'hésitais. Ok, donc en tant que facilitateur francophone de la Fondation Tony Elumelu, vous allez comprendre que j'ai l'habitude de m'exprimer en français quand tout le monde parle anglais et en anglais quand tout le monde parle français. Donc, mon support est en anglais, mais je vais le partager en français. Ok, le thème qui m'a été soumis ce jour, c'est in English first. Ok. It's an Android panelist. Mobilizing diaspora investment and entrepreneurship for private sector development. Donc, en quelque sorte, mobiliser l'investissement et les capacités entrepreneuriales de la diaspora afin de développer le secteur privé. Donc, pour aller sur ce point assez rapidement, nous allons aborder deux choses. La première chose, ça va être le secteur privé, comment le mobiliser effectivement. Et nous allons le faire à travers un exemple, un cas pratique, qui est la société STPN Bio, qui a mis sur le marché le produit bien connu Venin Serein. C'est un vaccin contre les morsures de serpents et les insectes venimeux. Et mon deuxième propos parlera du développement de ce secteur privé, effectivement, qui sera pour nous, et comme vous allez le découvrir, une opportunité pour la diaspora. Comment cela, on va le découvrir ensemble. Donc déjà, il faut savoir que pour mobiliser le secteur privé, il est important que nous créions des leaders. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup plus de leadership, plus que tout. Et en poussant les recherches, vous comprendrez que lorsqu'on est un bon leader, aucune porte ne peut se fermer à vous. Et l'entrepreneuriat, c'est l'espace où le leadership s'exprime le mieux dans le monde. Ok, lorsque nous créons des leaders, ok, donc on va donc suivre un autre extrait. Je crois que ce n'était pas en entier. La vidéo entière va être mise dans le groupe. Donc, l'entrepreneuriat est le principal espace d'expression du leadership. Ça, c'est une vidéo qui passe en boucle au sein de la diaspora nigériane dans le monde, avec un synthé en anglais, parce que moi, là, je me suis exprimé en français. C'est ça la vidéo, découvrez-la. Donc, déjà, il faut savoir que pour mobiliser le secteur privé, il est important que nous créions des leaders. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup plus de leadership, plus que tout. Et en poussant les recherches, vous comprendrez que lorsqu'on est un bon leader, aucune porte ne peut se fermer à vous. Et l'entrepreneuriat, c'est l'espace où le leadership s'exprime le mieux dans le monde.
Ok. Donc, nous passons au slide suivant. La troisième approche, après le principe de l'amitié, après le couloir de fortune, c'est le serial entrepreneur. Ça veut dire être entrepreneur en série. Les entrepreneurs en série sont obligés de se constituer en holding, c'est-à-dire en groupe, afin d'intégrer verticalement les chaînes de valeur de leur activité principale, qu'on appelle souvent la mère poule. Ainsi, dans un jeu d'optimisation fiscale, ils concentrent les revenus et les bénéfices dans les niches fiscales, que ce soit par activité ou par aire géographique, c'est ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Donc ici, Amel a déjà eu amené une activité de poule pondeuse. Donc il produisait les œufs pour la boulangerie, les œufs pour faire les gâteaux et ainsi de suite, des œufs de table. On appelle souvent ça la mère porteuse, donc la mère poule. Donc, il est question ici de commencer à devenir son propre fournisseur, c'est-à-dire d'avoir une provenderie, ou bien de devenir son propre client. C'est-à-dire, au lieu de faire les œufs et les vendre, qu'on soit plutôt ceux-là qui font des œufs et qu'on utilise ces œufs-là nous-mêmes. Donc voilà globalement le principe. Et on a bien compris que pour ce qui est du cas de e-Innov, nous sommes dans le secteur avicole. Voilà donc comment on fait pour créer un groupe d'entreprises. Alors, suivons ensemble la conclusion. Ok. En conclusion, on l'a compris, concentrer toute son énergie, comme on le voit au quotidien, sur la prospection, la négociation, la vente, le service après-vente, assurer la garantie. Quand vous le faites en tant qu'entrepreneur, vous êtes en train de jouer hors du stade. C'est-à-dire, vous vous reléguez vous-même en division inférieure. Inférieure, c'est une façon de dire, parce qu'en réalité, ce sont des tâches dévolues à vos employés, aux gens que vous avez recrutés. Donc, la vente stratégique donc, va consister, pour vous, de le faire, bien évidemment, dès le début, et progressivement de déléguer, comme je l'ai dit, de déléguer toutes ces tâches au personnel qu'on va recruter. Et quand vous le faites, il devient évident que la vente stratégique, c'est un jeu d'intérêt. Ce sont des amis qui vous entourent, avec qui vous faites des affaires. Et quand vous l'avez compris, vous faites de vos clients clés quand c'est nécessaire. On va donc chuter là-dessus en disant, faites des autres entrepreneurs vos amis. Ils seront vos clients clés. Le client est roi. Merci. Ok, donc cette vidéo, attention, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de pratiquement 2018. Donc vous comprenez ici que le fait pour Amel de contacter ses amis, ses frères pour ce projet, c'est une façon de leur dire que nous sommes en train de créer un groupe d'entreprises. Chacun de nous a l'attitude d'être dans la première initiative pilote qu'on est en train de mettre en place après avoir fait l'expérience. Et l'expérience ayant réussi, il est question qu'on se mette ensemble pour monter tout ce groupe d'entreprises. Bien évidemment, on ne dit pas que ce cours sur la vente stratégique répond à toutes vos questions. C'est pour ça qu'il y a une session de questions-réponses aujourd'hui, ni encore répond à toutes les questions que vous aurez à connaître. Dites-vous quand même que si on peut arriver à un tel niveau en termes d'ingénierie financière, ça veut dire qu'en tout autre lieu, tout chose étant égal par ailleurs, quelle que soit la question que vous allez poser pour atteindre cet objectif, nous sommes capables d'y apporter une réponse. Donc, on n'a pas été exhaustif, mais toujours est-il que l'aventure a commencé et on s'est très bien compris. Merci pour votre écoute attentive.